Il a fallu beaucoup d'efforts pour tuer Raspoutine, mais ce fut un meurtre perfide, et ils l'ont bel et bien tué. Lorsqu'ils l'ont tiré de la rivière gelée, son corps était violet, gonflé et mutilé. Pourtant, sa main semblait figée en pleine bénédiction, comme s'il avait refusé de lâcher la vie. Les journaux ont parlé de la fin du moine fou de Russie, mais ce qui s'est réellement passé cette nuit-là à l'intérieur du palais Moha est plus sombre, plus étrange et beaucoup moins certain. Tout le monde pense savoir comment il est mort. Empoisonné, abattu, noyé. Ce n'est pas ce que vous croyez. La vérité derrière la mort atroce de Grigori Raspoutine est une énigme cousue de mensonges, de peur et de gel. Ce qui s'est déroulé dans cette cave n'était pas un meurtre ordinaire. C'était un exorcisme du pouvoir lui-même. Et avant la fin de la nuit, la mort allait perdre patience. La nuit où le diable ne voulait pas mourir. L'hiver 1916 mordait fort à travers les murs de marbre de Saint-Pétersbourg. Dehors, l'Empire gémissait sous le poids de la guerre et de la faim. À l'intérieur du palais du prince Félix Youssoupov, les conspirateurs murmuraient autour d'une table dressée pour un meurtre. Le plan était élégant, presque sacré dans leur esprit. Tuer l'homme qu'ils croyaient empoisonner la Russie de l'intérieur. L'empoisonner, l'abattre, le noyer, quoi qu'il en coûte. Ce soir, le saint diable, comme la presse l'appelait, mourrait. Peu avant minuit, une voiture noire est arrivée dans la cour. Grigori Raspoutine en est sorti, grand et aux épaules larges, sa barbe luisante de glace. On lui avait dit que la femme du prince, Arena, souhaitait le rencontrer en privé. Youssoupov l'a conduit en bas dans une cave chaude tapissée de tapis persans, où le gramophone jouait Yankee Doodle pour masquer les voix nerveuses à l'étage. Sur la table attendaient du vin de Madère et des gâteaux additionnés de cyanure. Raspoutine a bu, a souri et en a demandé davantage. Les minutes se sont transformées en heures. Le poison qui aurait dû terrasser 3 hommes n'a rien fait. Les mains de Youssoupov ont commencé à trembler. Il riait, a-t-il écrit plus tard. Le diable riait. Paniqué, le prince est allé chercher son revolver. À 2h30 du matin, il l'a levé, a murmuré une prière et a tiré dans la poitrine de Raspoutine. Le mystique a vacillé, les yeux écarquillés d'incrédulité, et est tombé à côté de la chaise. Les conspirateurs ont expiré. C'était fait, du moins le croyaient-ils. Une demi-heure plus tard, Youssoupov est revenu contempler le cadavre. Les yeux de Raspoutine se sont ouverts brusquement. Il s'est jeté en avant, du sang bouillonnant à ses lèvres, en grognant. « Félix, Félix !» Il a remonté les escaliers en se frayant un chemin à coups de griffes, traînant son corps ruiné vers la cour. Peritchkovitch, qui attendait en haut, a tiré sauvagement. Des balles ont percuté le dos de Raspoutine. Malgré tout, il rampait. Seul un dernier coup de feu dans la tête l'a fait tomber face contre terre dans la neige. Même alors, les tueurs hésitaient à le toucher. Ils l'ont battu avec une barre de fer, l'ont enveloppé dans un rideau et l'ont jeté dans l'eau noire de la Neva. De la vapeur s'est élevée là où son sang rencontrait la glace. À l'aube, les gants de Youssoupov étaient raides de gel et de peur. Ce diable, qui avait une balle dans le cœur, a dû être élevé par les forces du mal, a-t-il juré plus tard. Mais les murmures de Sibérie les avaient avertis. Des villageois qui juraient que Raspoutine s'était noyé enfant et était ressorti de la rivière. Des témoins qui affirmaient qu'il avait été battu jusqu'à l'inconscience dans des bagarres de taverne pour se réveiller quelques minutes plus tard en riant et en demandant plus de vodka. Il l'avait appelé celui qui ne reste pas à terre. Cette nuit-là, dans la cave, le prince avait appris qu'il n'exagérait pas la formation d'un mystique. Les animaux l'ont su les premiers. À Pokerskoïa, un village sibérien glacial perdu dans la famine et la superstition. Les chiens cessaient d'aboyer lorsque le jeune Grigori passait.
Les chevaux tapaient du pied et tiraient sur leurs rênes. Les corbeaux se taisaient. Même enfant, il y avait quelque chose en lui qui faisait se figer les êtres vivants. Les gens l'ont remarqué aussi. La façon dont il tombait en transe pendant l'église, marmonnant dans des langues inconnues, la façon dont les hommes adultes évitaient son regard. Un villageois l'a décrit simplement. « Ce garçon n'est pas normal. Il ne l'a jamais été. » Né en 1869 dans une famille de paysans inconnus, Grigori semblait destiné à l'obscurité. Sauf que l'obscurité exige d'être oubliable, et personne qui a rencontré Raspoutine ne pouvait oublier ses yeux. À 28 ans, quelque chose a changé. Que ce soit la culpabilité de ses péchés ou une vision de la Vierge Marie, personne ne le sait. Un jour, il a quitté sa femme et ses enfants, disparaissant dans la nature sauvage gelée. Pendant des mois, il a erré de monastère en monastère pieds nus, jeûnant, marmonnant des prières à travers des lèvres gercées, dormant dans des fossés, affirmant voir la lumière divine. Quand il est revenu, l'homme qui était parti en tant qu'ivrogne était devenu un stranique autoproclamé, un saint homme errant. Les témoins ne pouvaient pas l'expliquer. Il pouvait marcher pendant des jours sans nourriture, chanter jusqu'à ce que sa voix saigne, et toujours attirer des foules. Il disait « Quand il vous regardait, il mettait votre âme à nu. » Un moine a décrit ses yeux comme une fosse de feu bleu. Un autre a dit simplement « Il se croit être la blessure de Dieu. » Le charisme de Raspoutine était primal. Il ne prêchait pas comme le clergé. Il se confessait comme un pécheur. Il parlait de rédemption par la tentation, de salut par la souffrance, et même du péché comme d'un moyen de comprendre la grâce. C'était radical, c'était blasphématoire, et pourtant les gens le suivaient. Paysans, moines et même nobles s'agenouillaient dans des granges pour entendre ses paroles. Des rumeurs se sont répandues sur d'étranges rituels. L'Église orthodoxe a enquêté, mais rien n'a été prouvé. Pourtant, les histoires ont persisté. Pour certains, il était un prophète touché par la folie divine. Pour d'autres, il était la saleté déguisée en foi. En 1905, le nom Raspoutine, qui signifie lui-même débauché, était déjà infâme. Mais le pouvoir a une façon de grimper si vous avez les bonnes personnes de votre côté. Grâce à une chaîne d'évêques et de duchesses curieuses à propos du saint homme de Sibérie, Grigori s'est retrouvé invité à Saint-Pétersbourg, le joyau de la Russie impériale. Là, au milieu des lustres et des robes de soie, le vagabond pieds nus allait rencontrer une impératrice désespérée et trouver la porte de l'immortalité. Mais cette même porte le mènerait à une cave 11 ans plus tard, où 3 hommes essaieraient de le tuer de la manière la plus brutale imaginable. Et il ne mourrait toujours pas rapidement. Le guérisseur et la reine. Lorsque Raspoutine est entré pour la première fois dans le palais impérial, peu auraient pu deviner que ce mystique déguenillé de Sibérie deviendrait l'homme le plus puissant et le plus détesté de Russie. Il a été présenté au tsar Nicolas II et à l'impératrice Alexandra en 1905 comme un homme de foi qui, disait-on, guérissait par la prière. Le timing était parfait pour lui et catastrophique pour le trône. Leur unique fils, Alexis, l'héritier de la dynastie Romanov, souffrait d'hémophilie, une maladie qui pouvait le tuer à partir de la plus petite ecchymose. Les médecins étaient impuissants. Alexandra, déjà fragile à cause de l'anxiété, priait pour un miracle. Et une nuit, il est arrivé vêtu d'une robe sale et d'une croix en bois. Quand Alexis a saigné en interne après une chute, Raspoutine a prié à côté du lit du garçon pendant des heures. Le lendemain matin, le saignement de l'enfant avait cessé. Les historiens modernes soutiendraient plus tard que le simple conseil de Raspoutine, arrêter de donner des médicaments aux garçons, a conduit à l'arrêt de l'aspirine.
un anticoagulant qui aggravait l'hémophilie. Mais pour l'impératrice, la science n'avait pas d'importance. Elle croyait de toutes ses fibres que Raspoutine avait sauvé la vie de son fils. À partir de ce moment, sa présence au palais a été constante. Alexandra lui écrivait quotidiennement, l'appelant « notre ami ». Pour elle, il n'était pas seulement un guérisseur, il était un messager de Dieu. Il bénissait les enfants, dînait avec la famille et murmurait des conseils à la tsarine, alors même que les généraux étaient tenus d'attendre devant sa porte. Pour la cour, c'était scandaleux. Pour la Douma, c'était de la trahison. Les ministres ont démissionné en signe de protestation. Les journaux ont fait allusion à des forces obscures autour du trône. Et des caricatures de Raspoutine ont inondé Saint-Pétersbourg, le dépeignant comme un séducteur à tête de bouc contrôlant l'impératrice par la sorcellerie et la luxure. Nicolas, toujours le dirigeant faible, a rejeté les rumeurs comme des commérages. Alexandra, farouchement loyale, l'a défendu encore plus. « Sans notre ami, il n'y a pas de Russie », a-t-elle écrit un jour. Sa foi dans le pouvoir de Raspoutine l'a aveuglée à la rage croissante à l'extérieur des portes du palais. Et Raspoutine le savait. « Dieu le veut », lui a-t-il dit. « Je suis votre serviteur et votre bouclier. » Mais la ligne entre serviteur et souverain s'est estompée jusqu'à disparaître complètement. Il a guéri le tsarévitch. Oui, mais ce faisant, il a infecté l'Empire avec quelque chose de bien plus dangereux que l'hémophilie, la croyance. La tsarine croyait qu'il avait été choisi par Dieu. Le garçon croyait qu'il était invincible avec Raspoutine à proximité. La cour croyait qu'il avait le pouvoir sur la vie et la mort elle-même. Cette croyance allait hanter ses tueurs lors d'une nuit glaciale de décembre. Parce que lorsque vous convainquez un empire qu'un homme ne peut pas mourir, que se passe-t-il lorsque vous essayez de prouver le contraire? Vous aurez besoin de plus de poison, de plus de balles, de plus de glace. Et même alors, cela pourrait ne pas suffire, le scandale qui aida un empire. En 1912, Raspoutine n'était plus seulement un guérisseur, il était un scandale ambulant enveloppé dans des haillons sacrés. Partout où il allait, des murmures le suivaient. Il ne se baignait pas. Il sentait, selon un diplomate, comme une grange laissée à pourrir. Lors des dîners, il léchait les cuillères et les remettait dans des bols communs, laissait couler du vin sur sa barbe et s'essuyait les mains sur la nappe. Les aristocrates suffoquaient derrière des mouchoirs en dentelle, mais ils l'invitaient quand même. Pour les femmes de l'élite de Saint-Pétersbourg, il était irrésistible. Certains disaient que ses yeux brûlaient à travers la soie. D'autres affirmaient qu'il pouvait les faire pleurer d'un simple regard. Elles embrassaient ses mains sales, imploraient des bénédictions et ramassaient même des miettes de pain qu'il avait touchées. Une femme a pressé une croûte mâchée contre ses lèvres comme si elle était sainte. Le paradoxe fascinait et repoussait tout le monde. Il était révoltant mais magnétique, obscène mais vénéré. Le mystique russe était devenu à la fois saint et monstre dans le même souffle. Les journaux se moquaient de lui en tant que saint diable. Les chefs religieux l'ont dénoncé comme une fraude. Pourtant, Alexandra s'accrochait à lui plus fort. Derrière des portes closes, il la conseillait sur la politique, la guerre et même la nomination des ministres. Lorsque le tsar partait commander les troupes pendant la Première Guerre mondiale, Raspoutine régnait effectivement grâce à la confiance de l'impératrice. Les soldats dans les tranchées maudissaient son nom, attribuant chaque bataille perdue à sa sombre influence. Les rumeurs se sont amplifiées, selon lesquelles il couchait avec la tsarine, qu'il contrôlait ses filles, qu'il était un espion allemand. Rien de tout cela ne pouvait être prouvé, mais dans un empire déjà en train de craquer sous la famine et la défaite, la preuve était sans importance. La croyance suffisait. Raspoutine ne se cachait pas des accusations. Il buvait plus fort, se vantait plus fort et riait au visage de ceux qui le haïssaient. Pour ses disciples, ses péchés le rendaient humain. Pour ses ennemis,
il le rendait inarrêtable. À l'hiver 1916, il était un homme entouré de couteaux. Les murmures étaient devenus des promesses. La noblesse ne voulait plus l'exiler. Il voulait qu'il soit effacé complètement, brutalement, d'une manière qui convaincrait l'Empire qu'il était mortel après tout. Et dans les salles scintillantes du pouvoir, un plan secret était déjà en train de se former. Un plan si désespéré, si violent qu'il nécessiterait du poison, des pistolets et une rivière gelée. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'aurait pas pu savoir, c'est que tuer Raspoutine serait la partie la plus facile. Le maintenir mort, c'était ça le cauchemar. La conspiration des ombres. À la fin de 1916, la Russie s'effondrait sous le poids de sa propre misère. Des millions de personnes étaient mortes dans les tranchées. La nourriture s'épuisait et les rues de Pétrograd bruissaient de rumeurs de révolution. Au milieu du chaos, un nom portait plus de venin que n'importe quel ennemi étranger. Raspoutine. Pour la noblesse, sa présence était devenue intolérable. Pour eux, il était le symbole vivant de tout ce qui était brisé dans l'Empire, la corruption de l'Église, la faiblesse du tsar, l'humiliation de la cour royale. Mais le tuer, c'était tuer la foi de l'impératrice, et peut-être la dernière illusion que la monarchie était choisie par Dieu. Pourtant, ils se sont convaincus que c'était un devoir, une nécessité patriotique. Le prince Félix Yusupov, héritier de la plus grande fortune de Russie et mari de la nièce du tsar, a pris la tête. Se sont joints à lui le grand-duc Dimitri Pavlovitch, cousin du tsar, et Vladimir Peritchkovitch, un député fougueux de la Douma qui tenait que la mort de Raspoutine est le seul médicament contre la maladie de la Russie. Le plan était simple en théorie. Si le poison échouait, un revolver terminerait le travail. Le corps serait jeté dans la rivière Neva gelée avant le lever du soleil. Yusupov a décrit plus tard son état d'esprit avec un détachement glaçant. « Nous ne tuions pas un homme », a-t-il écrit. « Nous purifions la Russie. » Pourtant, son journal des jours précédant le meurtre raconte une histoire différente. Nuit blanche, main tremblante, rêve des yeux fixes de Raspoutine. Même ceux qui méprisaient le mystique ressentaient une étrange crainte à l'idée de l'affronter. Des rumeurs sur le complot ont fuité. Raspoutine a été averti par des amis de rester à l'écart du palais Yusupov. Même le ministre de l'Intérieur, Protoapov, a exhorté à la prudence. Raspoutine aurait répondu « Il est trop tard, ils vont me tuer, mais je les emmènerai avec moi. » Cette dernière remarque allait résonner comme une malédiction. Le prince Yusupov, à peine âgé de 30 ans, a répété les mots qu'il dirait à l'arrivée de Raspoutine. À l'étage, ses co-conspirateurs se sont versés des verres pour calmer leurs mains tremblantes. Ils s'étaient convaincus que c'était du patriotisme, pas un meurtre. Ils se voyaient comme des chirurgiens se préparant à enlever une maladie. Mais la chirurgie exige de la précision, et ce qui allait se dérouler dans cette cave serait tout sauf propre. Minuit approchait. La sonnette a retenti, et alors que les pas de Grigori Raspoutine résonnaient dans l'escalier de marbre, jusqu'à cette cave éclairée aux chandelles. La mort elle-même allait apprendre une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Certains hommes ne partent pas tranquillement. Certains refusent de partir du tout. La mort atroce. Maintenant, c'est le moment que tout le monde pense connaître. La légende que vous avez entendue murmurer dans des documentaires et des histoires d'horreur. Raspoutine a bu du poison et a ri. Il a encaissé des balles et a continué à ramper. Il a été jeté dans la rivière et a essayé de s'en sortir à coups de griffes. C'est ce qu'ils veulent que vous croyiez. C'est ce que les tueurs avaient besoin que vous croyiez, parce que cela faisait d'eux des héros qui avaient tué un démon. Mais lorsqu'ils ont finalement sorti son corps de la Neva gelée quelques jours plus tard, la vérité qui attendait dans cette salle d'autopsie était bien plus froide que n'importe quel mythe. La cave du palais Moha était chaude cette nuit-là, un contraste cruel avec l'air en dessous de zéro à l'extérieur.
Grigori Raspoutine était assis à la table, tandis que Yusupov lui versait verre après verre de vin de Madère et enfournait des gâteaux additionnés de cyanure de potassium. Le mystique russe a levé son verre, a souri faiblement et a bu. Les minutes ont passé. Puis des heures, rien. Pas de convulsion, pas d'effondrement. Raspoutine s'est simplement penché en arrière et en a demandé plus. Le prince a commencé à paniquer et a réalisé qu'il devrait adopter une approche plus pratique. Quelques instants plus tard, il est revenu avec un revolver bruni, a visé la poitrine de Raspoutine et a tiré. Raspoutine est tombé, haletant, du sang se répandant sur sa tunique. Yusupov s'est agenouillé à côté de lui, n'a senti aucun pouls et a murmuré « C'est fini ». Les conspirateurs ont trinqué à leur succès. Mais alors que Yusupov revenait pour regarder le corps une dernière fois, les yeux de Raspoutine se sont ouverts brusquement. Il s'est jeté en avant avec un grognement guttural, du sang dégoulinant de sa bouche, et s'est jeté sur le prince terrifié. Raspoutine a titubé dans les couloirs, se frayant un chemin à coups de griffe vers la sortie. Peritchkovitch, qui attendait dans la cour, a tiré 4 fois. Une balle a déchiré son dos, une autre son rein. Malgré tout, il rampait sur la neige, essayant de s'échapper. La balle finale a frappé son front, fendant l'os et le silence de la même manière. Le mystique russe s'est effondré face contre terre dans la neige. Pourtant, même cela n'a pas mis fin à l'horreur. Ils l'ont battu jusqu'à ce qu'il soit trempé de sang. Puis ils ont lié ses bras et ses jambes avec une corde, ont enveloppé son corps dans un rideau bleu et l'ont traîné dans la neige jusqu'à une voiture qui attendait. Au pont Bolchoï-Petrovski, ils l'ont jeté dans un trou creusé dans la glace. La Neva l'a avalé tout entier. Lorsque son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, la scène était grotesque. Son visage était brisé, un œil gonflé et fermé, et un bras s'était libéré des cordes. Certains ont dit que sa main était levée pour une dernière bénédiction, d'autres qu'il avait essayé de s'en sortir à coups de griffes. Mais la vérité clinique réelle, était plus froide que la légende. L'autopsie n'a révélé aucune trace de cyanure dans son estomac. Le sucre dans les gâteaux l'a peut-être neutralisé, ou le poison n'avait peut-être jamais été ajouté du tout. Ses poumons ne contenaient qu'une trace d'eau, pas assez pour suggérer une noyade. Il avait été abattu plusieurs fois, mais c'est une seule balle à bout portant pressée contre son front qui l'a tué instantanément. La légende disait qu'il refusait de mourir. Les preuves disaient qu'il n'en avait jamais eu la chance. Pourtant, la mort ne l'a pas réduit au silence. En quelques mois, la prophétie de Raspoutine se réaliserait, et l'empire qu'il avait assassiné saignerait à mort tout comme lui, la mort qui tua une dynastie. Lorsque la glace de la Neva a finalement révélé son secret gelé, l'homme le plus détesté de Russie avait disparu. Mais le fantôme de Raspoutine a refusé de se reposer. Ses tueurs s'attendaient à un soulagement, à une purification de la cour. Au lieu de cela, ce qui a suivi a été le chaos, la culpabilité et l'effondrement. Le prince Yusupov et le grand-duc Dimitri Pavlovitch se sont vantés en privé d'avoir sauvé la monarchie. Mais le lendemain matin du meurtre, les cris de la tsarine ont résonné dans tout le palais. « Ils ont assassiné notre ami », a-t-elle pleuré. Pour elle, ce n'était pas une victoire, c'était un blasphème. Alexandra s'est enfermée dans le deuil, priant à côté de l'icône de Raspoutine, convaincue que son esprit gardait toujours son fils. Pour les conspirateurs, le triomphe s'est transformé en crainte. Le tsar, loin de célébrer, était furieux contre les nobles qui avaient osé tuer l'homme en qui sa femme avait plus confiance que quiconque. Dimitri Pavlovitch a été banni en Perse. Yusupov a été exilé dans ses domaines. Leur acte de patriotisme ne les avait pas sauvés. Il avait fait d'eux des parias.
Et puis la prophétie de Raspoutine a commencé à résonner dans tout l'Empire. Des semaines avant sa mort, il avait écrit une lettre à Nicolas II. « Si je suis tué par des hommes du peuple, vous et vos enfants régnerez pendant des siècles. Mais si je suis tué par des boyards, vous et votre famille serez tous morts dans les 2 ans. » Cela ressemblait à de la folie à l'époque, les divagations d'un homme ivre de pouvoir et de vin. Mais en moins de 15 mois, le tsar avait abdiqué. En moins de 19 mois, la famille Romanov était exécutée dans un sous-sol à Iekaterinbourg, abattue, baïonnettée et brûlée. La prophétie s'était réalisée avec une précision chirurgicale. Pour de nombreux Russes, c'était une punition divine. Pour d'autres, une coïncidence. Mais dans les rues, l'histoire de la malédiction de Raspoutine s'est répandue plus vite que la vérité ne le pourrait jamais. Les gens murmuraient que lorsque le palais a brûlé, son ombre a été vue dans la fumée, que les soldats près d'Iekaterinbourg ont entendu son rire avant que les coups de feu ne soient tirés. La noblesse avait assassiné l'homme qu'elle croyait tuer la Russie, mais c'est la monarchie qui a saigné à mort. L'empire qui l'hantait s'est effondré dans la Révolution, et en un an, Lénine régnait à la place de Nicolas. La mort de Raspoutine n'avait pas purifié l'empire. Elle l'avait encore plus empoisonné. Les aristocrates qui l'ont tué se sont retrouvés chassés ou exilés. Le nom du mystique, autrefois craché avec dégoût, était maintenant prononcé avec crainte. Il leur avait dit « Sans moi, tout s'effondrera ». Et c'est ce qui s'est passé. Mais l'histoire de Raspoutine ne s'est pas terminée avec son corps dans la rivière ou les Romanov dans leur tombe. D'une manière ou d'une autre, sa légende leur a survécu à tous, transformant l'histoire en mythe et le mythe en immortalité. Le mythe immortel. Grigori Raspoutine est mort il y a plus d'1 siècle. Pourtant, son ombre bouge encore. Son nom est devenu un mot qui refuse de mourir. Les faits de sa mort sont maintenant enfouis sous des décennies de récits. Chaque version plus élaborée, plus grotesque, plus incroyable. Et c'est peut-être là l'intérêt. Dans la vie, Raspoutine a brouillé les frontières entre la sainteté et le péché. Dans la mort, il a brouillé la frontière entre la vérité et la légende. L'histoire de son assassinat a été racontée tant de fois qu'elle est devenue un rituel, une parabole sur le pouvoir, la peur et le prix de la croyance. Même ceux qui le haïssaient ne pouvaient s'empêcher de prononcer son nom. Il était un symbole, a déclaré un aristocrate des années plus tard, de tout ce que nous voulions détruire et de tout ce que nous désirions secrètement. Après la Révolution, les bolcheviks ont réduit son corps en cendres pour empêcher sa tombe de devenir un sanctuaire, mais même le feu n'a pas pu l'effacer. Des témoins ont affirmé que son cadavre s'est assis droit dans les flammes, alors que les tendons se contractaient sous la chaleur. Des décennies plus tard, un bocal est apparu à Paris, censé contenir son organe sectionné. Un mensonge. Pourtant, un mensonge si persistant qu'il a attiré des foules. Le mystique russe qui avait dégoûté les nobles dans la vie est devenu un spectacle dans la mort, et le mythe n'a fait que grandir. Les cinéastes ont transformé son histoire en horreur. Les historiens l'ont transformé en un avertissement. Les musiciens l'ont transformé en une parodie. Raspoutine, amant de la reine russe. Une chanson disco résonnant sur les pistes de danse de Moscou à Miami a transformé la nuit d'un meurtrier en rythme et en mélodie. L'ironie était obscène. Le saint diable qui symbolisait la décadence d'un empire était devenu un divertissement. Mais la fascination demeure parce que Raspoutine représente quelque chose de plus profond que le scandale. Il était l'incarnation vivante de la contradiction.
impur mais magnétique, brutal mais tendre, pieux mais corrompu. Sa mort choquante et atroce n'a fait qu'amplifier cette contradiction. Lorsque des hommes de pouvoir ont essayé de le tuer, ils ont créé un mythe qu'ils ne pourraient jamais enterrer. L'analyse médico-légale moderne a dépouillé la superstition. Pas de poison, pas de noyade, juste un seul coup de feu clinique au front. Pourtant, même cette clarté ne met pas fin au mystère. D'une certaine manière, elle l'approfondit. Comment un homme né dans la pauvreté et l'ignorance a-t-il pu s'élever à hanter les empereurs, survivre aux légendes et susciter encore la fascination après 100 ans? L'histoire de Raspoutine perdure parce qu'elle n'offre pas de clôture. Elle refuse de s'intégrer parfaitement dans l'histoire. Sa mort atroce a choqué le monde, mais son véritable pouvoir réside dans ce qui s'est passé ensuite. L'idée que certaines figures ne meurent jamais vraiment. Pensez-vous que Raspoutine était vraiment mauvais ou simplement mal compris par l'histoire? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.